Cet enregistrement est la lecture de Le garçon et sa privation, 1909-1932, premier livre du premier volume de la série Surnaturel, la vie de William Branham, dont Owen Jorgensen est l'auteur. Cette œuvre est protégée par des droits d'auteur, copyright 2014. Tous droits sont donc réservés. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle doit premièrement faire l'objet du consentement de l'auteur. La présente traduction française a été réalisée, éditée et publiée avec la permission de l'auteur par Publication Lumière du Soir, 16 rue du Pont, Warden, Québec, J01 2M0, Canada. Vous pouvez la retrouver sur le site surnaturel.ca. Dédicace. Quelque part dans le monde, un adolescent sincère est à la recherche de réponses à des questions comme: est-ce que Dieu existe réellement? Si oui, qui est-il? Et où est-il? Et est-ce que ce Dieu s'intéresse à ma vie? C'est à toi, jeune chercheur, que ce livre est dédié. Parce que, moi aussi, j'en ai été un. Introduction. En 1971, alors que j'étais un étudiant au collège Seattle Pacific, j'ai lu le court-livre de Gordon Lindsay intitulé « William Branham, un homme envoyé de Dieu ». J'ai été si stupéfait par la vie de William Branham que j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver à son sujet. J'avais alors 19 ans, et à ce moment, mon objectif était de devenir un écrivain. J'ai reconnu là que c'était une des plus grandes histoires de notre temps, et je me suis demandé si je pourrais écrire une biographie détaillée au sujet de cet homme extraordinaire. Réalistement, à ce jeune âge, je n'avais pas les habiletés nécessaires pour entreprendre un tel projet d'envergure, encore moins de l'écrire. Aussi, ce n'est pas surprenant que mon rêve se soit graduellement estompé. Les années ont passé, je me suis marié, j'ai eu 4 enfants, et j'ai pratiqué divers métiers, jusqu'à ce que, en 1978, je suis retourné travailler sur la ferme familiale. En 1987, alors que j'avais 35 ans, j'ai pris des cours durant le trimestre d'hiver au collège Wenatchee Valley. Je désirais acquérir de nouvelles compétences qui m'aideraient dans le secteur de l'agriculture. J'ai pris un cours de comptabilité, un cours d'informatique et, juste pour le plaisir, un cours sur la composition de textes. J'ai remis, pour correction, mon premier devoir à mon professeur. Lorsqu'elle me l'a retourné, j'ai vu qu'elle avait écrit au haut de la page « Est-ce que je peux utiliser ceci comme un exemple pour le reste de la classe ?» À chaque devoir que je lui rendais, ce professeur écrivait les mêmes mots au haut de ma première page. Après 4 semaines de cela, j'ai pensé « je me demande si Dieu n'essaye pas de me dire quelque chose. » Durant cet hiver, j'avais demandé à Dieu de me montrer ce qu'il voulait que je fasse de ma vie. Alors que j'étais à la bibliothèque du collège, Dieu m'a parlé avec une telle intensité que cela a été comme un coup de poing dans la poitrine. Il m'a dit « Je veux que tu écrives une biographie de William Branham. » J'ai pensé « Alors, c'est ce que je vais faire. » Et je ne me soucie pas si cela me prend 10 années pour le faire. Cela m'a pris 23 ans pour terminer. Il y a beaucoup d'informations disponibles sur le ministère de William Branham. Mais soyez avertis, les sites internet qui le critiquent sont malheureusement mal informés. Bien entendu, lorsque j'ai débuté ce projet en 1985, il n'y avait pas d'internet. Mes sources originales incluaient des articles de journaux et de revues,
des livres et plusieurs films de courte durée des années 1950 et 1960, ainsi que plusieurs personnes qui furent des témoins oculaires des événements au sujet desquels j'allais écrire. Spécialement les événements des 3 derniers livres de cette série. Mais premièrement, j'ai rassemblé de l'information en provenance des sermons enregistrés de William Branham. Plus d'1 millier de ces sermons ont été enregistrés sur bande magnétique des années 1947 jusqu'en 1965. J'ai écouté ces sermons un par un, dans l'ordre où ils furent prêchés. Cette façon de faire avait en elle-même quelque chose de gratifiant et d'inspirant. Je me sentais comme si je suivais ce grand évangéliste partout dans le monde. Ce qui, dans un sens, était vrai. Lorsqu'il racontait des histoires concernant sa vie, je les tapais sur mon traitement de texte. C'était avant que ces sermons deviennent disponibles sur un programme de base de données. J'en dirai plus à ce sujet dans mes notes de la fin. Souvent, il racontait des histoires au sujet d'événements qui venaient de lui arriver. Avec l'événement frais dans sa pensée, il ne disait pas seulement ce qui était arrivé et ce qui avait été dit, il disait souvent ce qu'il en pensait et ressentait, rendant cela plus facile pour moi pour l'écrire correctement en tant que biographe. Après 2 années de recherche, j'avais rassemblé plus d'1 millier de pages de notes dactylographiées à simple interligne. C'est alors que je me suis dit à moi-même, « Owen, vas-tu écrire ce livre ou non? Tu as certainement assez d'informations pour commencer à écrire. Ainsi, ou bien tu écris, ou tu cesses de te dire que tu es en train d'écrire un livre. » Premièrement, je devais mettre de l'ordre dans mes notes. J'ai acheté 56 cartables, et j'ai inscrit sur eux chacune des années de la vie de William Branham. En lisant mes notes, je savais le moment où chaque histoire s'était produite. Je découpais le tout avec des ciseaux et plaçais l'article dans le cartable correspondant à cette année. Alors j'ai ouvert le cartable inscrit 1909 et lu tout cela à nouveau, et ainsi les détails allaient être frais dans mon esprit. Finalement, j'ai ouvert le traitement de texte de mon ordinateur, pris une bonne inspiration, et j'ai commencé. Originellement, j'ai écrit le premier chapitre de 2 différentes façons. Mon premier jet commençait ainsi. William Branham est né au Kentucky en 1909. Cela se lisait comme un compte-rendu d'un cours d'anglais. Tous les faits étaient là, mais il manquait quelque chose. J'ai pensé, il y a un tel aspect dramatique ici. Pourquoi ne pas utiliser cet aspect pour captiver les lecteurs? J'ai réécrit le premier chapitre en utilisant ce concept et j'ai aimé les résultats. Ainsi, j'ai continué avec cette méthode tout au long de la série. Des mois plus tard, ma jeune fille de 13 ans, Hannah, était couchée à plat ventre dans notre salon, lisant des pages de ce manuscrit. Je pense qu'elle en était au chapitre 5. Hannah m'a regardé, les yeux grands ouverts, et dit « Papa, c'est réellement bon !» Et elle s'est remise à la lecture. Cela m'a laissé savoir que j'étais sur la bonne piste. Depuis lors, j'ai reçu plusieurs lettres de personnes tout autour du monde qui ont été bénies par ce rapport de la vie de William Branham. Aujourd'hui, alors que j'écris cette préface, il y a plusieurs centaines de milliers de copies imprimées en anglais de Surnaturel, la vie de William Branham, livres 1, 2, 3, 4 et 5. Ils ont aussi été traduits en plusieurs autres langues. Rendez-vous sur le site supernaturalchristianbooks.com. La raison que nous, le révérend Perry Green, du Tucson Tabernacle à Tucson, Arizona, et moi, avons originalement imprimé ces séries en livres séparés, était simplement que j'étais toujours en train d'écrire cette série. Nous avons imprimé chaque livre au fur et à mesure qu'il était complété. Maintenant que le chapitre final de cette biographie de William Branham est terminé,
je réimprime les 5 premiers livres avec le 6e livre dans un ensemble de 3 volumes. Je souhaite que cette biographie vous rappelle combien près de vous est Jésus-Christ, maintenant, et plus important encore, combien il se soucie. Owen Jorgensen, janvier 2011. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. 2 Corinthiens 2, 14. Chapitre 1. Un mystérieux signe de naissance. 1909-1912. 15 ans n'est pas trop jeune pour avoir un bébé, murmura Ella Branham, en essayant de rassembler son courage. J'y suis aussi prête que... La douleur la prit à nouveau, plus vive et plus intense qu'auparavant. Elle a senti la panique monter en elle, à mesure que son inconfort augmentait. Pressant son ventre gonflé, elle gémit. « Pas maintenant, s'il te plaît, pas maintenant, pas avant que Charles ne revienne. » La sueur perlait sur son front. Elle tituba sur le plancher de terre battue jusqu'à l'unique fenêtre de la cabane, située au milieu d'une porte de bois rudimentaire. La fenêtre n'avait même pas de vitre, seulement un volet en bois qu'elle la tenait ouvert pendant la journée et fermait la nuit. Le volet était maintenant ouvert. « Charles !» cria-t-elle. Sa voix semblait se perdre dans les forêts du Kentucky, dans toutes les directions, par-delà la vaste étendue de collines et de vallées. Sachant que son plus proche voisin vivait à des kilomètres de là, elle se sentait désespérément seule. La douleur dans son ventre se fit alors plus aiguë, l'amenant au bord de la panique. « Charles !» cria-t-elle de nouveau. « Charles, où es-tu » Puis sa voix se perdit dans un sanglot. « S'il te plaît, reviens, j'ai besoin de toi. » Charles Branham avait reçu sa paye de bûcheron ce matin-là, et s'était rendu en ville, à Burkesville, Kentucky, pour s'acheter une nouvelle salopette. « En l'honneur de mon premier enfant », avait-il dit. Mais qu'est-ce qui le retenait si longtemps? S'était-il arrêté dans une taverne? Si tel était le cas, ça n'aurait pas été la seule fois pendant leur première année de mariage. Mais Charles ne ferait pas une chose pareille aujourd'hui. Il savait que le bébé était attendu d'un moment à l'autre. Les contractions continuaient, laissant Ella épuisée. Elle s'appuya contre le battant rugueux de la porte, regardant le soleil se coucher derrière les chênes et les érables qui commençaient tout juste à bourgeonner. C'était en avril 1909. Ella frissonna en fermant le volet. Maintenant, la seule lumière qui éclairait la pièce était celle provenant du coucher du soleil, dont les rayons s'infiltraient entre les rondins. Ces rayons de lumière se mouvaient lentement sur la table. Celle-ci était de fabrication maison, à partir d'une souche, avec des chevilles de bois en guise de pied et un banc rustique en guise de siège. Dans l'unique pièce de 3,50 m de long, il y avait encore un lit rudimentaire cloué à un mur. Ella s'y rendit en titubant et s'écroula sur la paillasse, remontant la couverture jusqu'à son menton. Son oreiller bourré de feuilles d'épis de maïs craquait à chacun de ses mouvements. Alors que la pièce devenait de plus en plus sombre, Ella se mit à penser à son ancienne maison, à Paris, Texas, d'où elle avait voulu s'échapper tout récemment. L'an dernier, la situation lui avait semblé intolérable. Mais aujourd'hui, dans cette condition, ça ne lui semblait plus si grave. Elle avait grandi au Texas sous le nom de Ella Harvey. Son père était chasseur, trappeur et maître d'école. Sa mère était une indienne Cherokee de souche. Aînée de 4 enfants, Ella avait vécu une enfance heureuse et insouciante
jusqu'à ce que sa mère meure de la scarlatine 3 ans plus tôt. À cette époque, Ella avait 12 ans et son plus jeune frère seulement 4. La lourde charge de mère retomba sur les épaules d'Ella. Elle avait rencontré Charles Branham un peu plus d'1 an auparavant à un rodéo. Charles était petit et séduisant. Il avait des cheveux noirs frisés et assez d'habileté en rodéo pour vaincre presque tous les chevaux sauvages qu'il défiait. Ella succomba à son charme. À cette époque, le mariage lui avait semblé une bonne façon d'échapper à la corvée de s'occuper de ses jeunes frères et sœurs. Mais maintenant, elle se demandait si elle n'était pas simplement tombée d'une poêle à frire dans une autre. Elle avait 15 ans, était une étrangère dans les collines du Kentucky, et était sur le point d'avoir un bébé à 63 kilomètres du médecin le plus proche, sans même une amie à qui elle pourrait demander de l'aide. Enfouissant sa tête sous l'oreiller, Ella se mit à sangloter. Charles Branham revint à sa cabane après la tombée de la nuit. Il avait bu, bien sûr, mais pas assez pour altérer sa pensée. Il ouvrit la porte doucement pour ne pas déranger sa jeune épouse si celle-ci dormait. C'est alors qu'il entendit ses gémissements. Il alluma rapidement un nœud de pain qu'il déposa sur le couvercle d'une jarre à fruits. Le nœud de pain brûlait en diffusant une faible lueur et en dégageant une épaisse fumée. Mais comme la cabane était ventilée naturellement, la fumée montait dans les chevrons du toit et s'échappait à travers les fentes des bardeaux. « Charles » murmura faiblement Ella. « C'est pour ce soir. Va chercher ta maman. » Charles fit un feu, puis se dépêcha de se rendre à la cabane de sa mère. La nuit était froide et claire, et la lumière des étoiles lui permettait de suivre le sentier. 1 heure plus tard, il revenait avec sa mère et 2 femmes du voisinage. Grand-mère Branham était une vieille dame bourrue et dure comme de la couenne de lard. Mais la vue de cette jeune fille dans les douleurs de l'enfantement adoucit son cœur, tout comme la graisse de raton chaude assouplit les bottes de cuir. Non pas qu'elle eût jamais porté des bottes de cuir, elle n'avait jamais possédé une paire de chaussures de sa vie. Elle prit alors la situation en main. Comme elle avait elle-même donné le jour à 17 enfants, elle était bien préparée à devenir la sage-femme de sa belle-fille. Elle insista pour que Charles attende à l'extérieur. Il ne protesta pas. Prenant une couverture, il se traîna jusqu'à l'appentis qui se trouvait d'un côté de la cabane et se fit un lit dans la sciure et les copeaux de bois. Il sortit ensuite un flacon de whisky de sa poche et le vida d'un trait pour se calmer les nerfs. Puis il s'endormit. Alors que l'aurore approchait, l'agitation dans la cabane devint plus intense. Charles se réveilla. L'horizon devenait plus clair du côté est avec l'approche de l'aube, mais le soleil ne s'était pas encore levé. Charles se maudit de s'être assoupi, puis commença à s'inquiéter parce que le bébé n'était pas encore né. Y avait-il un problème? Devait-il entrer et vérifier? Avant même qu'il puisse se décider, il entendit le cri aigu d'un nouveau-né. La porte de la cabane s'ouvrit toute grande, et l'une des femmes du voisinage l'appela. « Charles Branham, c'est un garçon !» Piteusement, Charles entra en traînant les pieds et ferma la porte. La pièce était imprégnée d'une odeur de graisse qui provenait d'une chandelle posée sur la table. Grand-mère Branham finit de laver l'enfant, évalua son poids à environ un peu plus de 2 kilogrammes, puis le déposa gentiment dans les bras de sa mère. Charles se tenait près du lit, les mains dans les poches de sa nouvelle salopette, regardant nerveusement cette petite créature qui se tortillait et grognait, et qui était son fils. Ella lui dit « Charles, il a tes yeux bleus. » Charles examina les petits yeux, mais il ne pouvait distinguer leur couleur dans la pénombre. « Son premier prénom sera William, dit-il, et son second prénom Marion. »
Ella prononça lentement « William Marion Branham ». Ça sonne assez distingué, et nous pourrons l'appeler Billy. Charles, je crois que Billy aura aussi tes cheveux frisés. Ouvre le volet afin que je puisse mieux le voir. C'était peu après 5 heures, mardi matin, le 6 avril 1909. De la lumière filtrait à travers les fentes, bien que le soleil ne se soit pas encore pointé à l'horizon. Charles ouvrit le volet, puis recula, saisi. Quelque chose avait pénétré à l'intérieur par le volet ouvert. Une lumière, comme une étoile, d'environ 35 centimètres de diamètre. Ella cria et serra son fils contre son sein. Les autres, déconcertés, reculèrent contre le mur. L'étrange lumière fit plusieurs fois le tour de la pièce, puis s'arrêta au-dessus du lit, suspendue au-dessus de la jeune mère et de l'enfant. Elle brillait d'une lueur fluorescente et vibrait comme si une vie en émanait. Elle garda cette position un peu moins d'1 minute, pas longtemps, mais assez pour que tous soient certains de l'avoir réellement vue. Puis, aussi rapidement qu'elle était venue, la boule de feu tourbillonna au-dessus des chevrons et disparut à travers le toit. Charles fixa les bardeaux du toit en écarquillant les yeux. Soudain, un bruissement d'ailes attira son attention vers la porte où une colombe s'était posée sur le rebord du volet. La colombe, blanche comme la neige, observa la pièce comme si elle était à la recherche de quelque chose. Lorsque ses yeux se posèrent sur le nouveau-né, elle inclina la tête, puis roucoula avant de s'envoler. Charles regarda dans la direction de l'oiseau pendant un instant, puis ses yeux se fixèrent de nouveau sur le toit. Une des femmes du voisinage murmura « Ça alors, je n'ai jamais… » Et la seconde d'ajouter « Je me demande quel genre d'enfant sera ce bébé. » Billy Branham n'était alors âgé que de 15 minutes. La nouvelle se répandit rapidement parmi les montagnards à propos du bébé là-bas sur la colline, né avec une lumière au-dessus de la tête. Certains mirent cela sur le compte d'un reflet du soleil dans un miroir. Mais Charles et Ella n'étaient pas dupes. Il n'y avait pas de miroir dans la cabane. De plus, le soleil n'était pas encore levé. Ils étaient intrigués. Y avait-il dans cette lumière une signification spirituelle? Charles ne voulait plus y penser, mais Ella ne le laissa pas oublier. Elle insista pour qu'on fasse quelque chose, et décida finalement que leur bébé serait amené à l'église pour y être consacré à Dieu. Au début, Charles lutta contre cette idée, mais finit par y consentir, même si une telle concession allait à l'encontre de son caractère. Puis survint une question, où allait-il l'amener? Les ancêtres de Charles Branham étaient tous des catholiques irlandais. Du côté d'Ella, les Harvey étaient aussi des catholiques irlandais, excepté la mère d'Ella, qui faisait partie du peuple Cherokee. De toute façon, ni Charles ni Ella n'avaient de conviction religieuse, ayant tous deux abandonné la foi catholique depuis fort longtemps. Ils s'entendirent donc sur le fait que, pour eux, la meilleure église serait la plus proche. C'est ainsi que, lorsque Billy Branham fut âgé de 2 semaines, Charles et Ella l'emmaillotèrent et l'emmenèrent à l'église baptiste Opossum Kingdom, où une petite congrégation se réunissait chaque dimanche dans un bâtiment rustique construit avec des rondins, au plancher de terre battue, et dont les bancs étaient de simples planches posées sur des blocs de bois. L'église baptiste Opossum Kingdom n'avait pas de pasteur permanent. La plupart des dimanches, la congrégation chantait des cantiques et lisait la Bible. Mais tous les 2 mois, un prédicateur itinérant passait par là et prêchait un sermon. Le vieux ministre était présent ce jour-là. Il pria pour le jeune William Branham, demandant à Dieu de l'utiliser un jour pour son service.
C'était la dernière fois que Billy Branham allait se trouver dans une église pour 23 ans. Le travail de bûcheron forçait souvent Charles à être loin de sa femme et de son fils durant la semaine. En octobre 1909, un blizzard le retint dans un camp de bûcherons loin de la maison. Ella, qui était enceinte de 4 mois de son deuxième enfant, s'inquiétait à mesure que ses provisions diminuaient. Lorsque ses réserves de bois de chauffage furent épuisées, elle s'enveloppa les pieds dans des sacs et marcha dans la neige qui lui arrivait à la taille, luttant contre le vent mordant, se frayant un chemin dans la forêt afin de couper des branches de sapin et des branches mortes dans l'espoir de garder son feu allumé. Mais lorsque la nourriture vint à manquer, elle abandonna la partie. Le feu devint cendre. Elle était maintenant trop faible pour ressortir chercher du bois. Rassemblant tout ce qu'elle pouvait trouver de tissu dans la cabane, elle s'en enveloppa avec son fils, se blottit dans le lit, puis tira la couverture sur eux. Dehors, le vent soufflait et hurlait sans cesse. La pièce devint si froide que l'eau du seau gela. Tout en contemplant les chevrons du toit, Ella se mit à penser à cette étrange lumière qui était apparue à la naissance de son fils. Elle y avait pensé souvent au cours des 6 derniers mois. Parfois, elle croyait que c'était un signe montrant que Billy était destiné à de grandes choses. Mais maintenant que la mort se tenait tout près d'eux, cela lui semblait dénué de sens. Son plus proche voisin était un vieil homme qui vivait de l'autre côté de la vallée. Lorsque la tempête s'apaisa, il sortit pour effectuer quelques travaux. Il ne pouvait voir que le toit de la cabane des Branham, mais il remarqua qu'il n'y avait pas de fumée sortant de la cheminée. Sur le moment, il n'y prêta pas beaucoup d'attention, mais après plusieurs jours, il commença à s'en inquiéter. Il savait que de la fumée était sortie de la cabane avant le blizzard, et il était impossible que quelqu'un ait quitté la cabane pendant la tempête. Se disant que quelque chose n'allait pas, il décida d'aller y faire un tour. Comme il approchait de la cabane, il constata qu'il n'y avait pas de traces dans la neige fraîchement tombée. Cela confirma ses craintes que personne n'avait quitté la demeure pendant la tempête. Il frappa à la porte, mais n'obtint pas de réponse. Lorsqu'il essaya d'ouvrir, il s'aperçut que la porte était verrouillée de l'intérieur. Maintenant il savait que quelqu'un était là, quelqu'un qui devait être mal en point, sinon on lui aurait répondu. Avec de grands efforts, il parvint à forcer la porte. Ce qu'il vit à l'intérieur le fit frémir. Ella et son bébé étaient blottis dans le lit, presque morts de faim et de froid. Le vieil homme prit rapidement la hache d'Ella, se rua dans les bois et ramena assez de bois pour réchauffer la cabane. Ne trouvant rien à manger, il courut alors chez lui et rapporta toute la nourriture qu'il put transporter. Appeler le docteur étant hors de question, il prit soin lui-même de la mère et de l'enfant. Lorsque Charles revint chez lui, sa femme et son fils commençaient à se rétablir. Le reste de l'hiver, Charles demeura près de la maison, chassant et faisant le trappeur afin de garder le garde-manger toujours bien rempli. Au printemps, il retourna travailler comme bûcheron. Après la fonte des glaces, il attachait un bœuf aux billes de bois et les traînait une à une jusqu'à la rivière Cumberland, où d'autres bûcherons les attachaient ensemble et les faisaient flotter de la rivière Ohio jusque dans le fleuve Mississippi. En mars 1910, Charles et Ella eurent leur deuxième fils, Edward. Quelques mois plus tard, Ella, qui avait maintenant 16 ans, sentit un autre bébé se mouvoir en son sein. Elle accoucha de son troisième enfant au début de l'année 1911. C'était encore un garçon. Elle le nomma Henry. Charles travailla comme bûcheron pendant tout le printemps, pendant l'été et jusqu'à l'automne 1911. Puis la malchance frappa de nouveau, tenant Charles loin de sa famille et le détruisant presque. Étant le plus jeune de 17 enfants, Charles avait grandi avec plusieurs instituteurs violents.
Il buvait du whisky alors qu'il n'était encore qu'un petit garçon et apprit à régler les conflits avec les poings. En automne 1911, il était à une fête lorsqu'une querelle éclata. Whisky fabriqué clandestinement et homme dur, constituant un mélange des moins recommandables, la bataille dégénéra en une mêlée générale féroce. Une grande brute du nom de Willie Yarbrough plaqua un ami de Charles au sol, lui sauta dessus, sortit un couteau de sa poche et s'apprêtait à le plonger dans sa poitrine lorsque Charles lui fracassa une chaise sur la tête. Après avoir reculé de quelques pas, Charles sortit son couteau. Willie oublia l'homme qui était par terre et se rua sur Charles. Il lui aurait tranché la gorge s'il avait pu. C'était un homme sans pitié qui avait tué son propre fils avec un pieu de clôture. Mais le couteau de Charles l'atteignit en premier, laissant Willie dans une mare de sang, quoique toujours en vie. Lorsque les nouvelles de cette bagarre parvinrent à Burkesville, Kentucky, Charles fut considéré comme étant le meneur de la bataille et fut inculpé de meurtre. Un shérif partit à cheval pour aller l'arrêter. Mais avant qu'il puisse le retrouver, Charles eut vent du danger qui le menaçait. Il dut quitter la ville à la hâte, sans savoir ni où il irait, ni ce qu'il ferait. Avant de partir, il promit à Ella qu'il enverrait quelqu'un pour venir la chercher aussitôt qu'il aurait un travail et un endroit où habiter, en utilisant un nom d'emprunt afin qu'on ne retrouve pas sa trace. C'est ainsi qu'en l'espace d'un après-midi, Charles Branham disparut, laissant sa femme seule dans les bois pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de leurs 3 enfants. Billy avait 2 ans et demi, Edward 1 an et demi et Henry à peine 6 mois. Âgée de 17 ans, Ella était elle-même presque une enfant. À peine quelques semaines plus tard, elle réalisa que Charles avait laissé une partie de lui-même derrière lui. Elle était de nouveau enceinte. Cet automne et cet hiver-là, Ella fut poussée dans ses derniers retranchements. Il lui semblait vivre un cauchemar, essayant de faire vivre ses enfants dans cette cabane rustique isolée, souffrant de nausées presque en permanence. Elle n'avait pas d'argent, pas de ressources, pas d'énergie. Sans l'aide de la famille de Charles, qui était elle-même très pauvre, Ella savait qu'elle n'aurait pas pu survivre. Mais finalement, les saisons se succédèrent. Le sol dégela et ses nausées prirent fin. Henry eut 1 an, Edward 2 et Billy 3. Le bébé qui gigotait et remuait dans le ventre d'Ella pouvait naître à tout instant. Une fois, pendant le printemps 1912, un shérif s'arrêta à la cabane et demanda si Ella avait eu des nouvelles de son mari. Elle put lui dire la vérité. Elle n'avait pas de nouvelles de lui et n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Quelques jours après la visite du shérif, Billy et Edward s'amusaient derrière la cabane où une petite source rendait le sol boueux. Billy, qui voulait montrer à son petit frère à quel point il était fort, prit la plus grosse pierre qu'il ait pu trouver, la souleva au-dessus de sa tête et la jeta dans la source. La pierre tomba dans la boue et éclaboussa Edward qui se mit à pleurer et courut se réfugier dans la cabane. Au même moment, un rouge-gorge se mit à chanter avec entrain. Billy fouilla les branches afin de pouvoir observer l'oiseau qui se trouvait dans l'arbre tout près de lui. Il fit un pas dans sa direction et le rouge-gorge s'envola. À cet instant, il se produisit quelque chose de si étonnant que Billy en restera marqué sa vie durant et que cet incident deviendra par la suite le premier souvenir significatif de son enfance. Venant de l'endroit où était perché le rouge-gorge, un son qui ressemblait au murmure du vent dans les feuilles se fit entendre. Whoosh. Puis une voix s'éleva de l'arbre, une voix claire, humaine, qui dit « Tu habiteras près d'une ville qui s'appelle New Albany. » Avec un cri de terreur, Billy courut vers la cabane aussi vite que ses petites jambes pouvaient le porter, hurlant « Maman, maman !» Ella était en train d'essuyer la boue sur le gilet d'Edward. Billy,
Qu'est-ce qui s'est passé lui demanda-t-elle, tout en l'attirant contre elle. Un oiseau m'a parlé, maman. Je l'ai entendu chanter dans l'arbre, puis il m'a parlé. Ella se mit à rire. Tu dois avoir rêvé, mon enfant. Mais Billy insista. Je l'ai entendu, maman. Je l'ai entendu parler. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, cet oiseau? Lui demanda Ella en le taquinant, pensant toujours que c'était l'imagination de Billy. Il m'a dit que nous habiterions près d'un endroit appelé New Albany. Cette réponse l'étonna. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un petit garçon aurait pu inventer pour s'amuser. Elle fit le tour de la cabane et appela « Allô, il y a quelqu'un ?» Lorsqu'elle rentra, Billy lui demanda « Maman, c'est où, New Albany ?»« C'est une ville en Indiana, de l'autre côté de la rivière, en face de Louisville, Kentucky. » « Billy, dis-moi, où as-tu entendu parler de New Albany ?»« Je n'ai jamais entendu parler de New Albany avant que cet oiseau me parle. »« Maman, quand allons-nous habiter là-bas? Est-ce que papa va y habiter avec nous ?» Ella secoua la tête. Plusieurs semaines plus tard, la lettre tant attendue de Charles arriva enfin. Ella s'assit à la table, fixa longuement l'enveloppe qu'elle tenait dans sa main tremblante. Billy se mit alors sur la pointe des pieds afin de voir par-dessus la table. « Ouvre-la, maman !» Ella se mit à rire nerveusement. « Bien sûr, nous avons attendu ce moment assez longtemps. Pourquoi attendre encore ?» Elle défit le rebord collé et retira la lettre de l'enveloppe avec soin, la déplia et se mit à lire. Comme son père avait été maître d'école, elle avait reçu une certaine éducation. Mais Charles n'était presque jamais allé à l'école, et il ne savait donc ni lire ni écrire, pas même son nom. C'était son frère qui vivait à Louisville qui avait écrit la lettre pour lui. « Qu'est-ce qu'elle dit, maman ?» demanda Billy. Ella lui parla donc tout en poursuivant sa lecture. Elle dit que ton papa est en Indiana. Il a trouvé un emploi stable et un endroit pour que nous puissions habiter avec lui. Il veut que nous allions le rejoindre tout de suite. C'est dans une petite ville qui s'appelle Utica, située à environ 16 kilomètres au nord-est de... Elle s'arrêta brusquement et regarda son fils de 3 ans avec stupeur. Comment était-ce possible? « C'est où, maman? Où est Utica ?» Ella lui répondit lentement, « Billy, nous allons vivre à 10 milles au nord-est de New Albany, en Indiana. »